Nous sommes de retour sur le plateau d'Inclusion for Change pour parler de comment les entreprises peuvent davantage aider les aidants et aidantes avec Émilie Hennequin, professeure des universités en gestion des ressources humaines à l'Université Paris 1. Bonjour Émilie. Bonjour. Et Anne-Lise Raoul, directrice culture et expérience employée chez JLL. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup à toutes les deux d'être parmi nous. D'abord, Émilie Hennequin, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le cadre légal précis de l'aidance et les droits des salariés aidants et aidantes ? Alors en fait, il y a plusieurs textes de loi qui encadrent ce dispositif, effectivement. Alors notamment la possibilité, avec la loi Mathys, de faire du don de jour entre collaborateurs et également la possibilité d'avoir des congés spéciaux. Et donc les entreprises peuvent signer des accords qui vont au-delà de ce cadre juridique pour donner des droits plus favorables et permettre plus de flexibilité ou des plateformes, mais nous y reviendrons certainement, comme solution de soutien aux collaborateurs. Et Émilie Hennequin, vous avez étudié la manière dont le sujet de l'aidance est appréhendé par les entreprises. Pour faire ça, vous avez analysé un peu plus de 500 accords d'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire si, globalement, les entreprises vont plus loin que le cadre légal et comment est-ce qu'elles traitent le sujet ? Alors en fait, on a essayé effectivement de regarder ce qui se passait dans les accords et on s'est rendu compte qu'il y avait 3 niveaux, on va dire, d'investissement. On a effectivement des entreprises qu'on a considérées comme étant un peu instrumentales sur le sujet, au sens où elles s'intéressent particulièrement au cadre juridique et assez peu finalement à la manière de faire savoir que le dispositif existe. Et donc elles appliquent uniquement le cadre légal. D'autres qui sont déjà, on va dire, un peu plus responsables et engagées sur le sujet et qui vont... on va dire, disposer de référents, de personnes vers lesquelles on peut s'orienter, de ressources qui sont visibles. Et puis ensuite, on va avoir des entreprises qui sont, on va peut-être dire, inclusives au sens où pour eux, c'est un sujet comme d'autres sujets d'inclusion. Et finalement, ça ne devrait être un non-sujet. Donc le but, c'est de communiquer pour que finalement, comme vous l'avez dit, c'est très compliqué de parler de ce sujet en entreprise, donc que les gens se sentent libres d'évoquer le sujet parce que finalement, ce n'est pas une vulnérabilité dans l'entreprise, c'est quelque chose qui doit être abordable facilement. Anne-Lise Raoul, on sait que 45% des salariés aidants et aidantes ne se reconnaissent même pas comme tels. Comment est-ce que vous, chez JLL, vous avez traité l'aidance concrètement et comment est-ce que vous aidez les personnes aidantes à accéder à leurs droits ? Alors c'est vrai que la première chose qui vient quand on parle d'aidance en entreprise, ce sont souvent des parents qui nous disent « mais moi je suis parent, je ne suis pas aidant ». Et donc, c'était le premier biais vraiment à convaincre. Donc, ou bien à lever. À lever, exactement. Donc, on a commencé par une grande campagne de sensibilisation en utilisant des collaborateurs qui, eux, sont aidants, souvent parents aidants, et qui ont commencé à parler un petit peu en petit cercle, en petit comité, de leur propre situation. Ensuite, on s'est dit, on a déjà les réseaux existants de collaborateurs qui étaient nos réseaux de référents handicap. Et donc, on a formé ces personnes et on a changé ces référents handicap en ce qu'on appelle chez nous care manager. Donc, ils s'occupent non seulement des personnes en situation de handicap, mais aussi de nos personnes aidantes en entreprise. Donc, il y a vraiment cette dualité et ce côté un petit peu plus approchable, je dirais, plutôt que d'aller voir un RH, d'aller voir un dirigeant, d'aller voir en fait un autre collaborateur qui peut nous aider et nous expliquer ça. En plus de ça, évidemment, on a mis pas mal de processus en place. Nos collègues déclarés proches aidants ont 5 jours de congés supplémentaires par an pour se rendre à différents congés médicaux, par exemple. Et qui sont sécables ? C'est possible de prendre un peu... Oui, tout à fait. Il faut juste... Et ce sont des congés qui sont... Alors là, pour la difficulté un petit peu, il faut vraiment prendre contact avec son collaborateur RH pour le mettre en place dans le système. C'est pas dans le système directement. Ça donne cette flexibilité, du coup, de dire peut-être que j'ai besoin d'une demi-journée là, d'une journée là, etc. On a aussi fait on a compris le besoin de parole de nos collaborateurs proches aidants et pas forcément dans des grands forums, mais dans des petits moments qui leur permettent de se retrouver ensemble et d'échanger. Donc, on a maintenant lancé depuis l'année dernière 2 déjeuners pour les aidants. Je dirais un cercle fermé, s'inscrit qui veut évidemment, mais seulement pour les personnes aidantes, avec une personne qui est facilitatrice ou facilitateur externe et éventuellement la présence d'un médecin du travail, d'une personne psychologue, d'une personne aidante à l'extérieur pour les aider à parler, à s'ouvrir, à échanger les uns avec les autres. On a aussi beaucoup travaillé avec notre assureur Generali pour utiliser en fait eux toutes les formations qu'ils ont, tous les supports qu'ils ont, et tous les ans ils viennent pour nous faire une petite prise de parole sur le sujet.
57% des personnes aidantes sont des femmes. Émilie Hennequin, dans quelle mesure est-ce que ce constat accentue encore les inégalités de genre ? Effectivement, là, on est sur un sujet aussi qui touche sur les questions d'égalité hommes-femmes, parce qu'effectivement, les femmes sont souvent considérées comme faisant le care à la maison. On a fait des entretiens avec des aidantes et quand on en discutait, nous disait quand j'en ai parlé avec mon collègue, il m'a dit moi c'est ma femme qui s'en serait occupée. Donc on voit tout de suite comment la question arrive. Il faut voir aussi qu'il y a malheureusement, quand c'est les enfants notamment qui sont concernés, pas mal de femmes qui se retrouvent seules puisque le père quitte la situation un peu délicate. Et donc c'est souvent déjà des personnes qui peuvent être en précarité et qui se retrouvent encore plus confrontés à une charge mentale qu'ont tous les aidants, mais gérer le quotidien, la famille, essayer de garder un emploi parce qu'on a besoin ensuite d'une rémunération pour pouvoir gérer tous les frais qui sont associés à la pathologie du proche. Et donc effectivement, on sent effectivement que les femmes sont amenées davantage d'ailleurs que les hommes à devoir faire le choix soit de l'arrêt du travail, soit d'un temps partiel que font généralement moins les hommes. Et dans les personnes qu'on a rencontrées, on a aussi vu des couples. Et très souvent, la question est finalement qui va faire, entre guillemets, le sacrifice parce que c'est très compliqué pour les deux de s'investir autant si on a besoin notamment de garder une rémunération et puis un projet professionnel. C'est aussi une forme de répit de travailler. Enfin, ça peut être paradoxal, mais il y en a beaucoup aussi qui veulent continuer le travail pour avoir une sphère où on parle d'autres choses et où on garde une vie sociale qui n'est pas que sur le cadre médical. Anne-Lise Raoul, vous, sur votre terrain, comment est-ce que vous, justement, vous évitez cette double peine à vos collaboratrices et par quel levier est-ce que vous agissez ? Je pense que c'est vraiment tout ce côté communication, en expliquant que c'est quelque chose qui, finalement, va arriver à beaucoup de personnes dans nos vies. On a des populations vieillissantes, de plus en plus de générations différentes, pas seulement dans le monde du travail, mais qui cohabitent, je dirais. Donc, de plus en plus d'entre nous sont confrontés, à cet âge de la quarantaine, à avoir des parents plus âgés dont il faut s'occuper peut-être. On voit un petit peu les situations dans les EHPAD. C'est pas forcément une situation dans laquelle beaucoup de personnes veulent mettre leurs parents. Des enfants qui ont différentes difficultés, qui sont peut-être un peu plus écoutés aussi de nos jours. Donc, je pense que ce côté communication pour dire c'est pas quelque chose de si anormal finalement, c'est quelque chose qui peut vous arriver à tous et toutes assez rapidement et qui a une durée qui est un petit peu différente aussi. Ça peut durer quelques années, quelques mois, il y a plusieurs durées. Je pense que ça aide énormément à faire que du coup, il y a moins de biais et un biais interne en se disant je ne veux pas en parler parce que ça risque de m'impacter négativement, mais de biais externes de la part des managers, de la part des collaborateurs en se disant mais oui, c'est un fait de vie, tout comme un autre. Et est-ce que vous faites un travail spécifique par le prisme du genre ou est-ce que c'est quelque chose que vous gardez large ? On le garde très large, mais on voit très bien que oui, la plupart de nos care managers, si ce n'est tous les care managers, sont des femmes. Beaucoup des personnes qui sont aidantes sont des femmes. Donc évidemment, c'est quelque chose qu'on prend en compte et qu'on regarde, mais il faut absolument pas renforcer un biais de genre existant en se disant on va faire des mesures qui vont bénéficier plus aux femmes, on va s'adresser à eux ou elles en parlant seulement aux femmes. Donc toute l'imagerie, on met aussi en place on met des hommes dans l'imagerie. Quand on fait intervenir des personnes, on essaye aussi d'avoir des hommes parce qu'il faut justement, je pense qu'en tant qu'entreprise, il faut justement essayer de pallier à ça, tout comme on a mis en place des congés paternité. C'est le moment de se dire il faut aussi encourager les hommes à prendre un peu de ce poids. Et comme vous disiez, de se dire, plutôt que de mettre tout le poids sur une personne, peut-être que s'ils arrivent à s'équilibrer, nous, en tant qu'entreprise, on peut aider à avancer un petit peu dans la société. Émilie Hennequin, on l'a vu, l'aidance c'est un enjeu qui va aller uniquement en s'accentuant. Et pourtant, c'est un sujet qui est encore trop traité à la carte dans les entreprises. On a vu l'exemple de personnes comme Claire qui finalement appellent à l'aide et construisent leur propre dispositif. Selon vous, à quoi ressemblerait une politique RH structurée sur cet enjeu et aussi une politique publique ambitieuse autour de l'aidance ? Alors, au niveau RH, je crois qu'on a eu une bonne illustration avec ce qui nous a été présenté, c'est-à-dire qu'il faut agir sur plusieurs niveaux. Agir tout d'abord sur la flexibilité, on voit besoin de télétravail, de pouvoir prendre des jours de congé. Quand on en a besoin, c'est souvent des imprévus aussi. Tout n'est pas forcément organisable comme on l'imagine selon les personnes qu'on accompagne. Donc, il y a tout ce volet de flexibilité. Il y a un volet
d'agir sur le management, parce que souvent la première personne à qui on peut parler, parce qu'on la voit au quotidien, c'est le manager ou un collègue, et il faut être au courant de ce qui se passe pour être relais, il faut être à l'écoute, il faut être sensibilisé, parce que les situations un peu extrêmes qu'on peut voir, et le reportage l'a montré, c'est aussi quand les gens ne savent pas vers où nous guider, et finalement on en parle, mais on est obligé de construire son chemin tout seul. Ensuite, il faut agir aussi sur la culture, parce qu'en fait, c'est une culture d'entreprise qu'il faut construire là-dessus. Donc, effectivement, ça peut être des petits déjeuners ou des cafés avec des associations qui viennent présenter ce que c'est les danses. Ça peut être aussi des témoignages, enfin voilà. Et puis, il y a toute une action aussi d'agir sur les ressources qu'on va fournir, donc par le biais des mutuelles, des assurances des entreprises, des plateformes, des applications. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites finalement, mais encore faut-il s'y intéresser. Et puis il y a un budget, bien sûr, qui va avec ces actions. Au niveau de la politique publique, je dirais que c'est un peu la même chose. Il faut sensibiliser. On l'a dit tout au long de l'émission, finalement, on est tous potentiellement soumis à cette vulnérabilité. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, quel que soit le statut, niveau hiérarchique, on peut être amené à devoir accompagner un proche. Et donc, il y a une politique, puisqu'on a un plan qui est en cours en ce moment, justement, sur les aidants. Mais voilà, les actions elles restent globalement plutôt sur des communications et assez peu, finalement, sur des actions dans les entreprises. Et même le grand public, je pense, n'est pas forcément très au courant. Moi, je dirige un master. Mes étudiants sont en RH, ils sont en alternance. Quand je leur dis on va parler de l'aidance, souvent ils pensent que je vais parler des aides-soignants. Donc c'est pour dire que même des gens qui sont dans les entreprises et qui travaillent en RH ne maîtrisent pas forcément ce vocabulaire. Donc il y a vraiment un gros travail à faire de sensibilisation. Pour continuer justement sur la sensibilisation, mais aussi surtout sur l'accès à la connaissance que des dispositifs existent, parce qu'on peut faire tous les accords du monde, proposer 1000 trucs, si jamais ces choses-là ne sont pas sues, si jamais il y a encore des entraves à l'accès et à la compréhension de ce qui est disponible au sein de l'entreprise et des potentielles conséquences, pas conséquences sur soi. Beaucoup de réassurance aussi s'impose. Comment est-ce que vous garantissez justement la connaissance des dispositifs et des droits par tous et toutes, managers comme évidemment salariés, et comment est-ce que vous formez les managers chez JLL à accueillir ces situations et à les accueillir avec la bonne réaction? Parce que c'est toujours ça, en fait, la question aussi. Alors, sur la question de la communication, c'est vrai que c'est difficile et souvent on se dit, il y a la journée de l'aidance en octobre, donc on se dit, on a fait ça et c'est bon. Mais les collaborateurs reçoivent de plus en plus de communication, ils sont sollicités tout au long de l'année, il y a plein d'événements, donc c'est un petit peu difficile de capter leur attention. Donc on a essayé de se dire, pour l'aidance comme pour d'autres sujets, quels sont les points clés auxquels on peut capter l'attention des collaborateurs sur ces sujets importants. Il y a le moment où il et elle arrivent dans l'entreprise. Donc là, c'est important de leur donner beaucoup d'informations. Il y en a peut-être un peu trop, mais au moins, il et elle entendent cette information dès le départ. Ensuite, de se dire, il y aura plusieurs moments dans l'année où il et elle l'entendront. On a des communications régulières, des newsletters, des choses comme ça. Ces différents événements où on fait nos différents cafés, etc. Mais qui sont réservés qu'aux gens qui sont déjà rentrés. Qui sont réservés aux gens qui sont déjà rentrés. C'est vrai qu'on n'utilise pas énormément, nous, comme mécanisme de vente, je vais être honnête, de l'entreprise et pour que les gens veuillent travailler chez nous. C'est plus vraiment pour les collaborateurs en entreprise. Ce qui fonctionne vraiment le mieux, je dirais, c'est la présence terrain. C'est ces care managers qui peuvent parler à leurs collègues. Et ce qu'on a vu même très, très bien marcher, alors c'est d'être présent dans la salle de break, la salle de pause, avec des petits gâteaux, des petites chouquettes, et de dire, vous prenez une chouquette et vous parlez, posez-moi des questions sur les care managers. Et du coup, les personnes là sont plus en position de venir, de se dire, OK, je prends un café avec toi, qu'est-ce que c'est? Et là, comprennent que finalement, peut-être, eux et elles sont en situation d'aidance et commencent un petit peu cette conversation. Donc ça, c'est sur le côté communication. Il y a on fait vraiment beaucoup de mails, de newsletters, des affiches, tout ça, mais c'est vraiment ce qui marche le mieux, c'est l'interpersonnel et la présence sur les lieux de travail. Au niveau formation des managers, nous, on a pris le parti de ne pas faire des formations thématiques spécifiques et des grandes formations de management inclusif, de l'aidance, du handicap, etc., parce qu'on a remarqué que ces managers qui suivaient les formations ne se rappelaient plus de la formation au moment où ils en avaient besoin. C'est-à-dire que je rentre chez JLL, on va me dire, il y a ces 10 formations pour être un super manager, mais si je n'ai pas de personne dans mon équipe qui est aidante avant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans,
Je m'en souviens plus et je vais pas refaire toutes ces formations tous les 2 ans, 3 ans parce que je veux dire c'est bon, je l'ai déjà fait. Est-ce que vraiment? Donc on a plutôt pris le parti de faire des guides et des petites fiches très concrètes et qu'ils et elles peuvent utiliser au moment donné. C'est-à-dire quelqu'un de mon équipe vient me dire écoute, je suis proche aidant ou d'autres situations à nouveau. Je sais, moi, en tant que manager, que j'ai cette boîte à outils dans laquelle je peux aller regarder et on me dit, voilà, les questions à poser, les questions à ne pas poser, peut-être, ce qu'on offre, nous, chez JLL, comment accompagner cette personne, comment en parler au RH, comment utiliser la ressources. Exactement. Et il y a de toute façon, on a un intranet où toutes les ressources sont aussi, donc tout le monde y a accès. Mais c'est vrai que cette petite boîte à outils spécifique pour les managers, ça marche vraiment parce que, pareil, on voit que c'est, comme on en parlait, les managers... Leur collaborateur va venir leur parler et là, dans cet échange, ça peut tout casser très rapidement. Et ça vient très rarement de méchanceté. C'est souvent une maladresse, une incompréhension de la situation qui fait elles vont dire des choses qui ne sont pas forcément appropriées, qui ne savent pas. Donc, on veut vraiment leur donner ces outils pour leur dire « Je suis sûre que tu veux bien faire. Maintenant, la balle est dans ton camp. » Anne-Lise Raoul, vous l'avez mentionné un petit peu, mais dans le cas où vous feriez face à des inquiétudes managériales ou même provenant de personnes qui sont en situation d'aidance, comment est-ce que vous vous y prenez? Comment est-ce que JLL s'y prend pour pallier un petit peu ces inquiétudes et venir rassurer sur le fait que c'est un sujet qu'on peut en parler et qu'il y a des dispositifs? C'est très, très difficile, honnêtement, parce que c'est souvent quelque chose d'ancré au sein de nous-mêmes. Je dirais, je fais souvent le lien avec le handicap, mais on a tellement de biais nous-mêmes en interne qui nous disent « non, si je dis ça, je vais être mal vue, je vais recevoir peut-être quelque chose sur ma carrière, etc. » qu'il faut déjà se convaincre nous-mêmes que non, ça ne va peut-être pas se passer. C'est que je suis, moi, dans une situation d'être proche aidant et que, du coup, j'ai besoin d'aide et j'ai le droit à certaines choses. Donc, c'est déjà toute cette communication-là. Et ensuite, c'est prouvé par exemple. On se dit, nous, on a... Alors, aujourd'hui, je crois qu'on a 6 care managers, mais il va y en avoir plus. On a plusieurs personnes qui sont proches aidantes dans l'entreprise qui peuvent témoigner. À chaque fois qu'on fait un déjeuner juste pour les personnes proches aidantes, on a entre 15 et 20 personnes qui sont toutes ensemble en présentiel et en distanciel. Donc, je pense que ces personnes-là peuvent elles-mêmes témoigner du fait que leur carrière n'a pas été impactée. Peut-être que même ça les a aidées, le fait d'en parler, parce qu'aujourd'hui, on sait du coup pourquoi j'ai besoin de m'absenter X jours dans l'année, pourquoi peut-être que moi, mon téléphone va être à côté de moi quand je suis en réunion par rapport à d'autres personnes, peut-être que je suis un peu plus en retard ou que j'ai des ajustements à faire sur mon travail. Justement, souvent, c'est le manque d'information, le manque de compréhension qui fait que les gens vont se poser des questions et penser que la personne n'est pas aussi impliquée dans le travail, alors que si on connaît leur situation, on va se dire non, c'est tout à fait normal. Donc, je dirais au contraire, en fait, c'est plus un biais interne. Et une fois qu'on l'a dépassé, les personnes comprennent que vraiment on est là pour les aider et pour faire en sorte qu'elles s'épanouissent le plus possible dans l'entreprise. Un très grand merci à vous deux. Merci 1000 fois pour ces échanges très nourris. Notre émission s'achève déjà. J'espère qu'elle s'annonce féconde pour que les organisations elles-mêmes se mettent à agir et à construire des politiques qui s'inspirent de tout ce que vous venez de nous exposer l'une comme l'autre. Merci Chloé Torcol pour cette intervention et ce premier plateau sur Inclusion for Change. Je rappelle ce que vous faites. Émilie Hennequin, vous êtes professeure des universités en gestion des ressources humaines à l'Université Paris 1. Anne-Lise Raoul, vous êtes directrice culture et expérience employée chez JLL. Je remercie aussi beaucoup Claire Fourmentin qui pour son témoignage. Claire a par ailleurs créé, je tiens à le signaler, l'application d'aide aux aidants qui est très complète, Unify, qui s'adresse aussi bien aux individus qu'aux entreprises. Et je vous encourage à la découvrir. Ça s'écrit YOUNIFY. Et puis, vous pouvez évidemment retrouver tous les épisodes d'Inclusion for Change sur le site de Bismart. Et puis nous, on se retrouve dans un mois pour la dernière émission de la saison. Et d'ici là, portez-vous bien.